peut, si ça vous dérange pas, on peut choisir quelques-uns. Il me fasse une petite présentation. Par exemple, si je prends le cas de ça, il va nous faire une petite présentation. Qu'est-ce qu'il fait, bon, pourquoi il s'intéresse à ce webinaire-là, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il cherche. Ça vous dérange pas? Le président. Oui, monsieur Amad, vous m'entendez? Oui, exactement. Donc, je suis Boubkar Omar, enseignant-chercheur en sciences de management, et je m'intéresse plus particulièrement par le domaine plus ou moins du marketing, et bien sûr par le phénomène de la transformation digitale, surtout avec cette crise sanitaire actuelle. Et j'aimerais bien connaître davantage comment la fonction commerciale il peut s'adapter. Et comment on peut généralement garantir l'agilité de la fonction commerciale pour faire face à cette crise sanitaire? D'accord. Oui, très bien. Très bien. On peut choisir quelqu'un d'autre. Donc, c'est Mustafa. Peut-être une femme, par exemple, Madame Nadia Rachdi. Ouais. Il faut faire la parité, c'est Aziz. Ouais, il faut être équitable. Je m'excuse, oui. Très bonne remarque. Alors, je vais choisir Madame ou Mademoiselle Daméris Sadia. Donc, il vient de nous rejoindre. Je pense pas qu'il veut. Vous êtes là? Bien. Alors, je vous laisse. Oui, vas-y, très bien. Bonsoir. Premièrement, je vous remercie pour ce sujet très très intéressant. Le choix est tellement judicieux pour cette période. Enfin, pour l'instant, j'ai pas une question précise, mais juste j'ai une chose en tête, c'est quels seront les secteurs qui seront vraiment impactés ou sur lesquels il faut faire vraiment, enfin, il faut faire mettre plus d'accent pour avancer et pour le post-Covid. C'est la première question que j'ai pour l'instant. Je vous remercie. Oui, très bien. Merci, madame. Donc, très bien. Donc, nous sommes une dizaine. Si tu veux, Aziz, on peut commencer. On peut commencer. Pour ne pas retarder encore. Alors, on commence. Alors, OK. Alors, Bouchi Aziz, donc consultant formateur en management et organisation des entreprises. Alors, vous savez tous qu'aujourd'hui, nous vivons une crise sanitaire qui a porté un coup très dur à la situation économique mondiale. Alors, notre pays n'a pas été épargné. Alors, vous remarquez très bien, vous nous constatez crise dans tous les secteurs, que ce soit industriel, prestations de services, purement commercial, etc. Mais quand même, cette crise-là, elle a révélé quelques espoirs d'opportunités, normalement, que nous devons les saisir. Alors, une des premières mesures à prendre pour redresser votre entreprise en difficulté, c'est développer et relancer votre département commercial. Alors, notre expert en développement commercial, c'est Mohamed Louattassi, fondateur et directeur associé de Perfection Consulting, également formateur et consultant. Il va nous proposer quelques solutions pour surmonter ce défi. Bien, donc, mais avant tout, il va nous faire un petit diagnostic sur la situation actuelle, bien sûr sur la conjoncture économique actuelle. Ne soyez pas tous en noir, c'est la crise, elle est là. Votre entreprise possède des forces, c'est indéniable. Alors vous devez en profiter. Un puissant atout d'analyse stratégique existe pour mieux visualiser ces points. Vous le connaissez très bien, c'est la matrice SWOT. Alors, notre séance se déroule en deux parties.
Alors, la première partie sera réservée à la présentation du thème. Dont le temps, il va dérouler entre 30 à 45 minutes. Une deuxième partie qui sera réservée à vos éventuelles questions. Également, dont le temps, il peut aller de 15 à 30 minutes. Alors, je vous laisse la parole, monsieur Mohamed Louatassi, à nous présenter, si vous voulez, bien sûr. Si vous avez des questions par la suite, vous allez essayer de nous répondre. Merci à tout le monde. Merci de votre présence, de votre écoute. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, c'est Aziz. Merci pour cette introduction. Je redis encore bonsoir à tout le monde. Je suis ravi de collaborer avec T-Project pour animer des webinaires qui ont pour objectif, c'est surtout le partage, on va dire, le partage de savoir. Comme a bien souligné si Aziz, nous vivons cette conjoncture inédite qui est la conjoncture de la crise sanitaire, et qui dit crise sanitaire automatiquement crise économique, sociale, etc. Je ne vous cache pas que on était surpris. Moi-même, je suis un entrepreneur. Je sais très bien que parmi nos participants, il y a des profils, on va dire, un peu variés, mais on va essayer quand même parce que tout le monde est touché quelque part. Donc cette crise qui était pas attendue du tout, automatiquement, il a laissé des séquelles sur le tissu économique marocain. Vous savez très bien que le tissu économique marocain, formé par en majorité 90%, 95%, 80, même plus, des TPE-PME, qui étaient à la base, qui connaissaient des difficultés à l'avance, qui étaient des difficultés organisationnelles, structurelles, qui s'ajoutent encore la concurrence et la compétitivité, plutôt la concurrence rude avec l'ouverture des marchés. Donc moi, et nous, en tant qu'équipe de consultants formateurs, depuis 2012, nous avons accompagné plusieurs entreprises dans différents domaines. Nous avons accompagné aussi des porteurs de projets. Donc, je vous dis ça tout simplement pour vous dire que nous avons plus ou moins touché un peu ce qui se passe chez ces entrepreneurs-là et chez ces entreprises particulièrement. Donc, automatiquement, avec cette crise sanitaire, tout le monde est toujours, parfois il est toujours dans l'ambiguïté. Que doit-on faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelle direction suivre? Quel plan d'action suivre? Il y a des entreprises qui ont carrément arrêté leur activité. Il y en a qui ont vu leur portefeuille de clients chuter ou leur chiffre d'affaires chuter de 50%, 60%. Que faire et comment faire avec surtout une conjoncture qui est improbable. Ça veut dire on n'a pas de visibilité. On ne voit pas ce qui va se passer demain, après-demain. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le tissu économique avec ces TPE, PME connaissait déjà. Et la crise, je vous rappelle aussi la crise de 2008, qui avait un impact sur ces entreprises-là parce que c'est des entreprises qui sont fragiles. Fragiles dans la mesure où ils n'ont pas une structure qui est, on va dire, bien définie. Et la chose que j'avais remarqué, moi qui s'est spécialisé depuis ma carrière en tant que salarié, en tant que cadre d'entreprise, en tant que dirigeant aussi d'entreprise, que surtout la partie commerciale, on n'y pensait même pas. Ça veut dire qu'elle n'est pas définie à l'intérieur de l'entreprise. Alors que la réalité, c'est que le commercial, les ventes, le client, c'est la colonne vertébrale de toute entreprise. C'est quoi les bases d'une entreprise? Les bases d'une entreprise, c'est, alors, on va dire les bases importantes que aucune entreprise ne peut fonctionner sans ces bases-là. On parle de produits, c'est-à-dire la production, on parle des finances, on parle de l'administratif, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, etc., et aussi les ventes, qui sont sur le même pied d'égalité. Tout le monde collabore et toute cette entreprise, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée
un produit ou un service qui est destiné à une clientèle. Donc si on n'arrive pas à vendre ce produit ou ce service, comment cette entreprise peut vivre? Comment il pourrait payer ses salaires? Comment il pourrait fonctionner? Malheureusement, le commercial en général, pas qu'au Maroc, il y a toujours, on a toujours des préjugés, comme quoi c'est des manipulateurs, c'est des gens qui peuvent te vendre n'importe quoi. Alors que il n'y a pas de vérité dans tout ça, parce que finalement, à la fin de l'année, quand on a un bon résultat, on félicite les commerciaux. Ça veut dire qu'ils existent, mais comment ils existent, c'est la question qu'on s'est posée, qu'on se pose encore. Comment ils existent dans ces entreprises? Malheureusement, j'ai vu que la majorité, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas une structure, il n'y avait pas une organisation, il n'y avait même pas de stratégie. Et j'ai remarqué aussi que il y a des projets qui se lancent, des entreprises qui se lancent, ils font même pas d'études de marché. Donc, au moindre obstacle, au moindre défaillance, on se pose pas cette question. Pourquoi ça n'a pas marché? Je vais vous expliquer, je vais vous donner plus de détails par rapport à ça, mais un chiffre qui me revient encore, c'est que avant la crise, avant cette crise sanitaire, on avait 8000 entreprises. On faisait le bilan chaque année. On n'a pas de statistiques, une visibilité pour savoir pourquoi. Parfois, la majorité, les échos que nous avons, ou plutôt des réalités, c'est le problème de recouvrement, problème de défaillance de recouvrement. Ça veut dire qu'on n'a pas pu recouvrer notre argent. Mais la réalité aussi, il y a une autre réalité qui est aussi flagrante, parce que tout simplement, ces entreprises n'arrivent plus à trouver des clients. Ils n'ont pas pu vendre. Parce que, déjà, bon, quand on parle d'entrepreneuriat en général, pour dire la vérité, nous savons tous le profil des dirigeants, les profils on va dire des entrepreneurs. Maintenant, ça commence à se développer, ça commence à changer. Le mindset entrepreneurial ou le mindset du dirigeant commence à changer, d'accord, tant mieux. Mais il y a quand même, on avait des difficultés à ce niveau-là. Ça veut dire que parfois on passe à l'action avant la vision. C'est-à-dire que, oui, j'ai un produit, il y a une opportunité, d'accord, ça marche, je lance le produit, peut-être ça marche, oui, ça peut marcher, ça peut aussi marcher, mais momentanément. Alors quand on parle de stratégie, quand on parle de plan d'action, c'est sur une durée, c'est à court, moyen et à long terme. Donc, dans ce cadre, la stratégie ou le plan d'action commercial, quand on parle d'un plan d'action commercial, c'est quoi? C'est comme toute une stratégie. Ça veut dire, premièrement, il doit avoir automatiquement un objectif. Ça veut dire, je prends mon plan d'action, c'est quoi mon objectif en termes de chiffre d'affaires? C'est quoi ma cible déjà? À qui je vais m'adresser? À qui j'avais adressé ce produit? C'est quoi ma cible? Et on doit définir cette cible, la segmenter, la connaître. C'est quoi la cible? C'est quoi l'objectif? Sur quelle durée? Un plan stratégique, c'est pas un plan stratégique sur 10 ans, ou sur même pas sur une année. Moi, quand on accompagnait des entreprises, on faisait des plans d'action, on les accompagnait pour le conseil stratégique sur des plans stratégiques sur 3 mois, surtout commercial, parce que le commercial dépend du marché. Donc le marché, ça peut, à n'importe quel moment, il peut y avoir des changements. Donc automatiquement, avec le retour que nous avons, nous pourrons citer, peaufiner, encore revoir notre stratégie. Donc il n'y a pas une stratégie sur le long terme. Donc c'est quoi ma cible? C'est quoi mon objectif? Sur quelle durée? Et quels sont les moyens que j'ai pour réaliser ces actions? Le plan d'action. Donc automatiquement, pour faire un plan stratégique, nous avons besoin, commercialement parlant, il faut qu'on connaisse le marché. Ça veut dire nous avons besoin d'une étude de marché. La majorité des entrepreneurs ou des entreprises ne font pas d'études de marché. Ou là, s'ils le font au début, mais après ils le font pas. Parce qu'une étude de marché, c'est pas c'est quoi une étude de marché? Une étude de marché, c'est de connaître le secteur ou le marché
marché que sur lequel je vais opérer, c'est-à-dire connaître mes concurrents, connaître l'environnement, vous savez tous sans doute, juridique, fiscal, écologique. C'est selon le secteur, selon le secteur d'activité. Donc, au moins, je connais mon environnement, l'environnement de l'entreprise, le marché sur lequel je vais lancer mon produit ou lancer mon service ou sur lequel je vais opérer. Cette étude, je dois automatiquement la mettre à jour. Ça veut dire que c'est pas une étude que je vais mettre au départ, ça marche, il me donne la conjoncture, le marché est favorable, il n'y a aucun souci, je peux lancer mon produit, je peux faire mon plan stratégique, je lance. Mais il y a des ingrédients, par exemple, on va dire des choses qui peuvent changer par la suite, au niveau fiscal, au niveau même habitude de consommation. Donc, tout changement, je dois la prendre en considération pour revoir encore. Ça veut dire que cette étude, il doit se faire d'une manière continuelle. Je dois, commercialement parlant, un commercial, un entrepreneur, une fonction, une entreprise, peu importe, qui connaissent pas leur marché, ils n'auront aucune visibilité. Donc, à travers cette étude de marché, et automatiquement, comme je vous ai dit, connaître le secteur sur lequel je vais opérer, connaître sa concurrence, la veille concurrentielle. Est-ce qu'on fait des veilles? Est-ce que nous avons une cellule, quand on parle de cellule, une unité qui est chargée de recevoir, de collecter, de remarquer toutes les informations sur la concurrence? Parce que parmi les défis que nous allons encore rencontrer en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, c'est la concurrence. Nous sommes dans un marché ouvert. Un marché qui est technologiquement parlant, il y a des innovations chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque heure. Donc nous sommes en perpétuel changement. Donc ces concurrents, il faut les analyser. C'est-à-dire quand on parle de veille concurrentielle, ça veut dire analyser l'offre de la concurrence pour se trouver un positionnement. Si je suis pas différent de mes concurrents, pourquoi mes clients vont moins choisir que de choisir quelqu'un d'autre? Cette différence, ça peut ne pas, c'est pas forcément une différence au niveau du produit ou de l'offre. Peut-être au niveau du service, au niveau de la fidélisation, etc. Donc, commercialement parlant, pour établir un plan stratégique, il faut connaître les autres joueurs sur le marché. Et cette veille concurrentielle, automatiquement, aussi, comme l'étude, il doit tout le temps être mise à jour. C'est-à-dire, chaque fois que nous avons des informations, il faut travailler avec ces informations. Donc, commercialement parlant, pour que les entreprises, il faut créer que ces entreprises-là soient des unités intelligentes pour pouvoir résister à n'importe quelle crise, à n'importe quel défi qu'il aura. Si nous commençons quand même à avoir cette réflexion d'analyse, cet esprit d'analyse, analyser les informations, et selon ces informations, établir un plan. En ce moment-là, nous serons plus ou moins, on va dire, compétitifs. Donc, la veille concurrentielle, étude de marché. À part l'étude de marché, connaître son secteur. C'est à partir de là, quand je connaîtrai mon marché, je connaîtrai mes concurrents et le secteur sur lequel, ça veut dire quand je parle de secteur, ça veut dire le potentiel du secteur. Est-ce que je parle du secteur du bâtiment? Est-ce que je parle du secteur de l'agroalimentaire? Est-ce que je parle, c'est-à-dire, au Maroc, par exemple, ou là, en Afrique, ou là, en général, ça dépend de mon activité. Quand je parle, c'est juste entre parenthèses, quand je parle de ça, c'est selon c'est selon le secteur d'activité. Donc, c'est un tout, mais à chacun de l'adapter selon son secteur d'activité, selon la nature de ses clients, selon ce qu'il en vend lui-même. Donc, à travers ces études, à la base, maintenant, nous avons lancé aucune action commerciale. Nous n'avons pas de plan. Ça, c'est basique. C'est des prérequis. Si nous n'avons pas cette étude, si nous ne faisons pas cette étude, si nous n'avons pas une veille concurrentielle, si nous n'avons pas une étude, une analyse sectorielle, on ne connaîtra pas notre position par rapport à notre environnement.
Parce que, d'accord, parmi les difficultés, à part la crise, parfois il y a des entreprises qui te disent, bon, ils ont des commerciaux, là, leur équipe, ils partent sur le terrain, ils font leur rendez-vous, ils partent pour une proposition, pour savoir, pour discuter, pour s'entretenir avec le prospect, et reviennent tout le temps avec l'objection, par exemple, nous sommes trop chers par rapport à d'autres. En ce moment-là, le directeur, enfin le patron, le dirigeant, il met en cause le commercial. Il dit, c'est toi qui n'as pas su peut-être vendre, alors qu'il y avait une opportunité. Alors que non, peut-être que le commercial, parce que ce commercial ne peut pas être sur le terrain sans vision. Donc si on ne fait pas ce travail structurel et un travail scientifique, intelligent, nous n'aurons aucune visibilité sur notre marché. Parfait. Alors, maintenant que nous savons tout ça, on peut établir notre propre diagnostic. En ce moment-là, nous saurons notre position sur ce marché-là. Quelles sont nos forces? Nos leviers. Sur quoi nous allons nous baser pour établir, pour construire notre plan stratégique. Parce qu'il faut bien avoir des forces, un positionnement. Si je vends la même chose que l'autre, pratiquement la même chose, je dois me différencier sur autre chose, sur un autre créneau. Mais il faut que je le sache. Si nous avons le même produit, le même prix, la même prestation, les canaux de distribution, même fonctionnement, peut-être je devrais me différencier sur les services, sur le service après-vente, sur des solutions gratuites, etc. Donc, automatiquement, il faut que j'ai un positionnement par rapport à d'autres. Il faut que j'ai quelque chose que les autres n'ont pas pour pouvoir attirer mes clients, enfin des clients potentiels. Donc, les forces, je dois connaître aussi mes faiblesses pour les améliorer. Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont les difficultés? Quand je parle de faiblesse, c'est pas par rapport au marché, par rapport en interne. Quelles sont les difficultés? Quels sont les axes? On ne va pas dire de difficultés, mais tout simplement des axes, des éléments à développer en interne. Par la suite aussi, vous connaissez Aziz, il en a parlé, c'est l'analyse SWOT. Donc, connaître ses forces, ses faiblesses, c'est quoi l'opportunité? Comment je dois... Madame tout à l'heure a posé la question sur les secteurs qui peuvent émerger après cette crise, ou là qui veulent marcher. Mais ces secteurs, comment on pourrait le savoir si on ne fait pas d'études pour valoriser, pour plus ou moins valoriser l'opportunité dans ce secteur? Est-ce que c'est un secteur porteur ou c'est un secteur qui connaît des difficultés, qui peut-être ne sera pas porteur d'opportunités pour notre entreprise? Donc, il faut connaître c'est quoi les opportunités, c'est quoi les menaces. Maintenant, nous avons une menace internationale. Il a chamboulé tout le monde. Il a chamboulé au niveau international. C'est venu d'une manière surprenante, qui est la crise sanitaire. On n'a jamais connu de telle crise. Donc maintenant qu'on l'a connue, il faut être préparé à des crises pareilles. Il faut s'adapter d'abord avec le nouveau contexte et aussi se préparer que dans notre mindset, dans notre façon de gérer, notre façon à se prémunir de toute éventualité, toute menace, que ce soit une pandémie ou autre. Quand je parle de menace, ça veut dire toute chose qui pourrait, des éventualités qui pourraient nuire à mon fonctionnement, à ma rentabilité, à la pérennité de mon entreprise. Donc, à partir de là, du moment qu'on connaît maintenant nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et nos menaces, maintenant on peut établir notre plan stratégique. Ce plan, il va se baser sur quoi? Tout simplement, c'est utiliser ces forces, comment mettre en valeur ces forces, minimiser ses faiblesses ou peut-être les développer, saisir les opportunités et se prémunir, se protéger contre les menaces. Avec un objectif en chiffre d'affaires
c'est selon l'activité, c'est selon aussi le projet de l'entreprise, selon ses ambitions, selon sa stratégie générale. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut augmenter son chiffre d'affaires? Il veut gagner de nouveaux clients? Est-ce qu'il veut, par exemple, s'introduire sur de nouvelles zones géographiques, peut-être exporter, etc. Donc, tout simplement, c'est selon le projet. Donc, quel objectif nous avons? C'est quoi les moyens qu'on va mettre en place? Il faut connaître ces moyens. Qu'est-ce que je vais utiliser pour concrétiser ce plan d'action? Quels sont mes moyens? Que ce soit des moyens financiers, que ce soit des moyens humains. Pour réaliser cet objectif, sur quelle durée, et aussi pour quelle cible, à qui je vais m'adresser. Alors, maintenant je vais vous partager ou là avant peut-être, on va continuer avec ça, juste après, alors que j'établis mon plan d'action. Donc une fois que j'ai ma stratégie, maintenant il faut la déployer. Quand on parle des difficultés commerciales des entreprises, quand on parle c'est quelle stratégie on pourrait aussi maintenant nous savons tous que avant Covid, c'est pas après Covid. Bien sûr que il y a tellement de changements, on va en parler, mais tout simplement, alors ce plan d'action, comment on va le concrétiser? Premièrement, une fois que le plan d'action est là, il faut le déployer. Un commercial qui n'a pas, un département commercial, une entreprise qui n'a pas de plan d'action ne peut pas mesurer son efficacité. Et ne peut pas mesurer ses défaillances. Parfois, moi, avec des formations qu'on faisait pour des entreprises ou de l'accompagnement et du conseil, on trouvait des commerciaux qui n'ont aucun plan, aucune stratégie. Quand je demande, est-ce qu'il y a une stratégie? Quand je parle de stratégie, je parle d'un livrable qui est interne de l'entreprise, que à chaque fois, par exemple, il va faire un projet commercial où là il va recruter, où là il va renforcer son équipe. Un commercial, normalement, il doit être au rang où là, on doit partager avec lui, c'est quoi notre vision. Alors que la majorité, je parle surtout on va dire de la structure commerciale dans les entreprises marocaines, c'est des commerciaux qui travaillent tout seuls, sans vision, sans visibilité. C'est-à-dire que entre le commercial et le patron, je suis parti, j'ai vu flan, oui, ça a marché, ça n'a pas marché. Mais le commercial, il doit automatiquement savoir quel est son objectif d'abord et quels sont les moyens qui vont l'aider sur le terrain. Et aussi, la moindre des choses, avec un plan stratégique, au moins, à quelle cible il va s'adresser. Donc tout ça pour vous montrer que une stratégie coûte que coûte, il doit être mise en place. Parce que il y a un dicton qui dit une vision sans action, c'est une illusion. Et une action sans vision, c'est une perte de temps. Donc il faut mettre, avec l'étude de marché, avec la veille concurrentielle, avec l'analyse sectorielle, avec notre diagnostic, on a mis la vision. Avec la stratégie, on a mis en place la vision. Maintenant, il faut l'accompagner, il faut la faire suivre par une action. Maintenant, on peut commencer notre action commerciale. Toute action commerciale commence par la prospection. Alors, prospection, d'après des statistiques, toute entreprise perd en moyenne sur 5 ans 50% de ses clients. Moi, j'ai rencontré des entreprises et des entrepreneurs, des dirigeants qui te disent, on fait pas de prospection. Ou là, par exemple, la prospection au Maghreb, c'est le relationnel, je connais flan, etc. C'est une bonne chose. Maintenant, on va traiter les affaires. Mais le problème, c'est que du moment qu'on s'intéresse pas à conquérir de nouveaux clients,
tout peut y arriver, même notre portefeuille, comme je vous ai dit. Alors c'est des statistiques de l'Institut Harvard. 50% de nos clients partent, disparaissent chaque 5 ans. Donc comment on va les remplacer si on ne prospecte pas? Donc dans cette façon de faire, comme je vous ai dit, de faire avec ce que nous avons, c'est des clients fidèles qui peuvent jamais partir. Par expérience, c'est on va dire, une mauvaise résolution. Parce que peut-être ce client-là, il a trouvé mieux autre part. C'est pas, il n'est pas, le client n'est pas lié, il n'est pas forcé à traiter avec le même fournisseur, la même entreprise tout le temps. Peut-être tout simplement, ce client-là était fidèle, mais tout simplement le monsieur ou l'entreprise connaît des difficultés. Donc, il va acheter, mais il va pas te payer à temps. Donc, pour moi, et par expérience, la prospection doit être une machine qui tourne tout le temps. Et surtout, maintenant, il y a monsieur Omar tout à l'heure, il a parlé de la digitalisation. Maintenant, on va s'intéresser aussi à la digitalisation comme comme outil de prospection, comme outil aussi de communication. Aussi outils de distribution. On va en parler peut-être tout à l'heure si nous avons le temps. Donc, pour faire vite, la prospection, prospecter, c'est le début de l'action commerciale. Comme je vais vous montrer, alors, j'ai essayé de partager l'écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran, Aziz? Non, pas encore, non. Pas encore? Oui. Oui, il faut attendre quelques heures. Maintenant, est-ce que vous voyez mes... Attends, c'est bien, ça marche. Alors, voilà. Le processus de l'action commerciale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il commence par l'étude de marché. L'étude de marché, on en a parlé. Quand je parle d'étude de marché, c'est une étude qui doit se faire tout le temps. Ça veut dire aussi c'est une machine qui fonctionne tout le temps. À travers l'étude de marché, la veille concurrentielle, la connaissance des secteurs, j'établis ma stratégie marketing et commerciale. Je pense que vous savez un peu la différence entre le marketing et le commercial. Le marketing, surtout, c'est l'unité qui se charge de tout ce qui est études, communication, etc. Pardon, monsieur, on va essayer de visualiser les slides. Ils ne sont pas nets. Ils ne sont pas nets. Non, mettre, c'est pas comment ça s'appelle là. Non. كاين عندك واحد le truc qui est en bas, حاول agrandir l'image. Ah d'accord, ok. Ok. C'est bon maintenant? Bien? Allô? Aziz? C'est bon. C'est bon. Voilà, comme j'ai dit, ça c'est un processus, comme vous le voyez, c'est le processus de l'action commerciale, de toute action commerciale. Il y a des entreprises qui partent directement à l'entretien de vente. Il y en a qui commencent par la prospection. Il y en a qui vont directement à la négociation. Alors que, normalement, et comme je vous ai dit, ce serait beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus préférable de commencer par le commencement. Ça veut dire connaître son marché. Connaître son marché, connaître la concurrence, j'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter encore, l'analyse du secteur. Et aussi, une chose très importante, c'est la maîtrise du produit. Très intéressant, très important, pardon. Ça veut dire la maîtrise du processus de la production. On ne peut pas vendre quelque chose qu'on maîtrise pas, à tous ces niveaux. Alors, une fois que nous avons ça, on établit notre stratégie marketing et commerciale. Comme vous voyez, après, on commence à chercher les clients, parce que tout simplement, dans cette stratégie, on connaît notre cible. C'est qui notre cible? À qui on va s'adresser? On va pas s'adresser à tout le monde. On peut pas, il n'y a pas un produit, bon, à la rigueur, peut-être quand on vend du lait ou peut-être à monsieur tout le monde, même à tout le monde. Enfin, du lait, c'est selon soit vous allez vendre aux particuliers, vous allez vendre en gros. Donc,
automatiquement, on ne peut pas prospecter, on ne peut pas aller à la table suivante si on ne connaît pas notre cible. Donc, commençons par la prospection commerciale. La prospection commerciale, pour vous expliquer encore davantage, c'est on va dire le mécanisme de recherche de nouveaux clients. Alors, je vais vous montrer des statistiques. C'est des anciennes statistiques par rapport au contexte marocain. Il y a 85% des entreprises marocaines qui ont des difficultés à trouver de nouveaux clients. 60% qui ont des difficultés lors du premier rendez-vous. 60% qui ont des difficultés à fidéliser leurs clients. 55% sont des difficultés à relancer leurs prospects et leurs clients. Et 50% sont en difficulté à prospecter au téléphone. Donc, nous n'avons pas beaucoup de statistiques, malheureusement, mais c'est des statistiques que j'ai concoctées un peu juste pour vous donner. Donc, ils ne sont pas vraiment représentatifs, mais ça montre quand même que nous ne prospectons pas, tout simplement. Parce que, commercialement parlant, on veut surtout se concentrer sur le jargon commercial, sur l'ouajd, comme on dit. Donc, pour prospecter, maintenant avec la crise, automatiquement, c'est quoi les stratégies, c'est quoi on va dire les axes qu'on pourrait développer pour sortir, on va dire pour relancer son activité. Automatiquement, il y a des secteurs qui connaissent plus de difficultés que d'autres. Oui, quand on parle par exemple de tourisme, quand on parle de bâtiments, quand on parle de textile par exemple, enfin il y a des secteurs plus impactés que d'autres. Mais la seule façon de sortir de cette crise, ne serait-ce que pour relancer son activité, parce qu'une entreprise pour moi c'est une unité très importante, que ce soit au niveau économique ou au niveau social, parce qu'il crée de la richesse. Donc moi ça me fait du mal quand des entreprises ferment, parce que automatiquement il y aura des répercussions sociales, des licenciements, etc. Donc c'est quelque chose de très 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 mauvais pour l'économie et au niveau social. Donc la seule façon c'est de changer de méthode. Maintenant plus que jamais on doit s'intéresser à la partie commerciale. Digital, oui, d'accord. Le digital, ça ne fait que renforcer le travail sur le terrain. Digital, ce qu'on appelle l'inbound marketing, c'est-à-dire surtout, c'est une façon de développer son image de marque, de dire que nous sommes présents, nous avons des offres. Mais aussi, le digital peut être utilisé pour diversifier un peu les canaux de distribution. Maintenant, avec bien sûr les restrictions, les distanciations sociales, il y a moins de circulation. Donc oui, effectivement, on pourrait être présent digitalement parlant, avoir un site web, ouvrir un canal de communication avec nos prospects. Mais faut-il encore? Est-ce que c'est suffisant d'avoir une page Facebook ou de l'animer ou rien qu'un site web avec quelques fonctionnalités et de faire quelques annonces? C'est pas suffisant. Il faut avoir une organisation derrière. Cette organisation qui va recevoir le monde entrant à travers le digital. C'est-à-dire, imaginez que vous avez un site, il y a quelqu'un qui s'intéresse à votre produit, il vous appelle. Est-ce qu'il y a déjà une personne? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce qu'il y a une organisation derrière qui va traiter la demande ou la commande de ce prospect-là? Donc, est-ce qu'il y a effectivement cette organisation? Donc oui, le digital, mais le digital n'est pas, c'est pas seulement la présence sur les réseaux sociaux, sur le web en général, mais aussi de mettre en place une organisation. Donc cette organisation, comment on pourrait la faire? C'est tout simplement de voir le circuit depuis la prospection, ça veut dire quand on cherche les premiers contacts avec le prospect jusqu'aux livraisons et aussi la fidélisation. Donc,
Est-ce que nous avons les ressources humaines pour ça? Est-ce que nous avons un tableau de bord, comment on va partager les informations? Quel circuit va prendre cette commande? Est-ce que les entreprises marocaines disposent de cette entité en ce moment? S'ils n'en disposent pas, il faudrait la développer. Donc, bien sûr, commercial, c'est des hommes qui vont partir avec leur stratégie, avec leurs études, etc. Mais aussi, c'est une organisation derrière. Comment on va analyser le retour d'informations, par exemple? Est-ce que l'entreprise marocaine dispose vraiment d'une organisation avec un tableau de bord, avec, quand je parle d'organisation aussi, ça veut dire l'équipe commerciale, comment elle est organisée? Est-ce qu'elle est organisée par produit, par zone géographique, par service, selon le secteur d'activité? Donc cette organisation, est-ce qu'elle est là déjà? Parce que la majorité, on va dire, des cas de figure que j'ai vus dans des entreprises de la place, surtout des commerciaux directement avec le dirigeant, avec le patron. Voilà, donc moi j'aime pas parler trop longtemps tout seul. Donc si vous voulez interagir avec moi pour qu'on développe, parce que je ne sais pas si vous me suivez, si je suis sur. Donc c'est Aziz, s'il y a quelqu'un, pour ouvrir le micro, s'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur un point. Oui, pas de problème. En bref, donc ce que j'ai, bon, si vous voulez, on peut faire un résumé ou bien on récapitule ce que vous avez dit. Donc, on voit très bien que l'élément le plus important pour une entreprise, c'est le client. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est le client qui paye les salaires. Oui, alors pour moi, le client, c'est l'oxygène de l'entreprise. Alors, pas de client, pas d'entreprise. Donc, si vous voulez, c'est la clé de l'entreprise. Et bien sûr, pour avoir des clients, alors vous êtes dans l'obligation de développer votre département marketing. C'est très important. Alors, marketing et commercial. Marketing et commercial. Parce que les deux sont liés. Donc, on peut parler si on veut, on va dire un nom générique, on va parler de département marketing et commercial. Marketing commercial. L'élément également qui est très important que vous avez soulevé, c'est le positionnement. Alors, le positionnement, si on veut la définir, c'est quoi? Alors, c'est l'idée que peut avoir un client de vous. Donc, le positionnement, c'est pourquoi on va vous choisir. Voilà. Qu'est-ce que nous avons que les autres, que les concurrents n'ont pas. Exactement. Donc, ce qu'on appelle avoir un avantage comparatif par rapport aux autres. C'est surtout, voilà, les avantages concurrentiels. On le fait pendant la veille concurrentielle. Quand la veille concurrentielle, on va choisir les plus grands concurrents, les concurrents directs. Parce qu'il y a des concurrents directs et des concurrents indirects. Les concurrents directs, on va faire un petit tableau, c'est simple. Par exemple, alors, c'est quoi les caractéristiques techniques de mon produit et de mon service? C'est quoi les caractéristiques commerciales? C'est quoi les caractéristiques que j'ai de plus que les autres n'ont pas? Plutôt, quand je parle de service plus. Service plus, c'est tout ce qui je pourrais donner comme gratuité. Et aussi, parmi les éléments de différenciation et de positionnement, c'est l'entreprise elle-même. C'est sa culture, c'est sa vision, son leadership, ses actions, etc. Donc, avec ça, donc, caractéristiques techniques, commerciales, les services, les gratuités que j'ai, plus mon entreprise. Un commercial qui ne connaît pas son entreprise, c'est quelqu'un qui ne va pas réussir à vendre par la suite. Parce qu'il faut ce sentiment d'appartenance. Parce que le commercial, il a trois rôles principaux. Le premier rôle, c'est de vendre. Le deuxième rôle, c'est avoir un retour. Comment on peaufine l'étude de marché? C'est surtout avec les retours des commerciaux. C'est eux qui sont dans le comme on dit, entre parenthèses. C'est eux qui rencontrent les clients. C'est eux qui sont en contact avec les prospects. Ces prospects-là, ils leur donnent des informations. Donc, s'ils ne vont pas, au moins, ils ramènent des informations qu'on va utiliser par la suite pour développer encore notre peut-être plan d'action ou notre stratégie. Donc, le premier rôle, c'est de vendre. Le deuxième,
c'est avoir le retour, c'est faire le retour d'information. Et le troisième, qui est important, c'est qu'il représente l'image de marque. Et, M. Ouattara, je vais ajouter un autre point. Il faut que ce commercialiste-là cherche à fidéliser le client. Donc, ça aussi, Oui, c'est bien très sûr. important. Donc, nous devons- Là, j'insiste sur ce point de l'entreprise parce que j'en ai rencontré pas mal sur le terrain, c'est qu'il y a des commerciaux qui racontent les problèmes d'entreprise aux clients, aux prospects. Ça, c'est des erreurs qu'il faut pas faire. Que quelles Oui. que soient les difficultés que j'ai avec mon patron, avec peut-être mes collègues ou mes collaborateurs, moi j'ai vu des commerciaux qui se disent, il y a une réclamation du client qui n'a pas été livré à temps, il descend carrément la livraison, quoi. Il n'y a pas cet esprit d'équipe, de cohésion. Et Alors, ça, c'est c'est pas professionnel. comment? Dans ce cas-là, c'est pas professionnel. Effectivement, donc j'insiste dessus parce qu'il y a des erreurs, des petites erreurs, parfois nos défaillances, ils viennent le diable est dans les détails. Donc il y a des petits détails qui peuvent nuire à l'entreprise, qui peut à cause de ce petit détail, on peut perdre un client, on peut perdre une image de marque, et après on se pose la question pourquoi ce client est parti, pourquoi on vend moins, pourquoi on n'a plus ce marché, alors qu'il y a des petits détails qui conditionnent tout ça. Donc voilà, donc on parlait de Smitho, du rôle le commercial. Donc construire, Bien, alors, oui. ouais, bien, donc, on attend les questions, M. Ouattara, s'il y avait des questions pour nos intervenants. Oui, alors c'est ça ce que je voulais faire avec nos intervenants, c'est surtout interagir avec eux pour savoir est-ce que, enfin voilà, par rapport à déjà à cette première partie, qu'est-ce qu'ils en pensent, et aussi interagir, parce que parler tout seul, je sais pas. Alors, ils sont à quel niveau, etc. S'ils ont des questions ou des remarques ou là qui veulent rebondir avec un grand plaisir. Il vaut mieux qu'il y ait un débat que de parler tout seul. Très bien. Alors, vous pouvez intervenir. Donc, je peux citer les noms. Donc, oui, vas-y. Euh, Bonsoir. Bonsoir, c'est Bonsoir. Mustafa. Oui, bonsoir. Merci, monsieur, pour l'intervention. Mhm. Et c'est bien compris, mais justement par rapport à la stratégie commerciale que vous avez citée, Mhm. ma question elle est suivante, comment développer la stratégie commerciale, Mhm. sachant que le monde maintenant il est incertain, il est complexe, Mhm. il est volatile. Mhm. C'est-à-dire on n'aura pas de visibilité sur les clients, les commandes. Il faut dire dans ce sens-là, comment développer une stratégie commerciale qui peut durer dans le temps, sachant qu'on n'a pas de visibilité vraiment sur la demande client. Parfait. Merci, c'est Mustafa, pour la question. Alors, je vous rappelle juste que tout à l'heure, le plan d'action ou une stratégie, moi, je préfère. Il y en a qui le font sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je fais des stratégies sur 3 mois. D'accord? Parce que, à part cette ambiguïté, bien sûr qu'il y a une ambiguïté, il y a une invisibilité, des choses qui changent. Je suis tout à fait d'accord. C'est le contexte où nous vivons. Il y a toujours le risque. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des plans d'action qui sont pas très longs. Moi, je peux faire un plan d'action sur 1 mois. C'est quoi un plan d'action? C'est quoi une stratégie? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quoi mon objectif? À qui je vais m'adresser? La cible, ma cible. Ça veut dire par rapport à mon produit, par rapport à mon service. À qui je vais m'adresser? Pour quel objectif? Et par quels moyens? Pardon, dans ce cas, il y aura une liaison très importante avec la production. Comme vous avez dit, la production et le commercial doivent être travaillés d'une manière étroite parce que si vous parlez de l'horizon, je pense, de la commande. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir plus que 3 mois ou 2 mois pour qu'on puisse avoir une visibilité. Parce qu'aujourd'hui, si on travaille sur les prévisions, ça sera un peu difficile. Les prévisions sont toujours avec une erreur, surtout si on étale la période.
C'est D'accord. pour ça, c'est Mustapha, c'est pour ça le travail du commercial est très très important parce que c'est lui qui est sur le terrain et c'est lui parce que ce plan d'action, on va pas le sortir du néant. On va sortir, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une étude de marché. Ça veut dire, en ce moment T, à ce moment d'abord, le marché comment il est, sur quoi je vais me baser. Donc, à travers cette analyse, la concurrence aussi, le secteur, le potentiel du secteur. À partir de là, le résultat, c'est mathématique. Ça veut dire, j'analyse les données, les variables, le marché, la concurrence, le secteur, le produit, etc. À travers ça, sur quoi? Donc, automatiquement, avec ces variables, je vais faire sortir mes forces, momentanément, pardon, momentanément, ça veut dire ce mois-ci, par exemple. Ce mois-ci, je vais avancer sur tel produit, elle a tel produit parce que ce produit, il va marcher mieux. Peut-être ce mois-ci, je vais attaquer par exemple, les industriels de cette zone particulière. Et je me fixe un objectif. C'est quoi mon objectif? Par exemple, soit en concrétisation, soit en chiffre d'affaires, etc. Et je mesure. La stratégie, le plan d'action, excuse-moi, et je donne la parole. Une stratégie, c'est pas une science exacte. Il faut la confronter au terrain. Dans ce Ça veut cas-là, dire que le plan, il doit être mesuré. Donc, si ça marche, tant mieux, c'est une bonne chose. Si ça marche pas, il faut savoir, il faut faire le bilan, il faut le mesurer. C'est pour ça que moi, je propose à mes clients, je propose à mes partenaires, je leur dis, il faut faire des réunions commerciales chaque semaine. Deux réunions, une réunion de préparation de la semaine le lundi et une réunion le vendredi pour évaluer la semaine. C'est-à-dire par semaine par semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les remarques des clients, des prospects? Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Comment il s'est comporté celui-là? Donc, peut-être que la semaine, à travers ces informations qu'on a recueillies cette semaine, qu'on a évaluées cette semaine, on peut prendre des décisions pour la semaine d'après. Du moment que nous sommes dans cette précipitation, de ce monde qui bouge, qu'il y a des changements continuels, donc il faut faire un travail quotidien. c'est-à-dire, dans ce cas-là, on va parler des compétences des commerciants, parce que les compétences des commerciants, les compétences techniques des commerciants jouent un rôle très important. Aujourd'hui, les commerciants, ils ne veulent que vendre. Ils n'ont pas les compétences nécessaires pour étudier le marché, avoir la fluctuation du marché, avoir les comportements de consommation. Ça, c'est très important. Vous parlez par rapport à tout ce qui est quantitatif, c'est-à-dire avoir des réunions, oui, tout à fait d'accord avec vous. Mais si le commercial n'a pas des informations, n'a pas des aspects ou des compétences techniques et commerciales pour qu'il détecte les fluctuations de la demande client et pourquoi ce client-là ne commande pas, pourquoi il y a une fluctuation très importante. Dans ce cas-là, on va parler de l'aspect humain de commercial. Aujourd'hui, oui, pardon. comme vous savez, la plupart des commerciaux n'ont pas des connaissances techniques, que ce soit au niveau de la production, parce qu'il doit avoir le jargon de la production, il doit avoir le jargon d'un acheteur, parce que le commercial, en fin de compte, c'est le prospect que ce soit qu'il gagne le client ou qu'il perd le client, en fin de compte. Si vous êtes d'accord avec moi dans cet aspect. Je suis d'accord et pas d'accord. Alors, le commercial, oui, bien sûr, le commercial, 90% du potentiel d'un commercial, c'est l'humain. C'est-à-dire les qualités relationnelles et les qualités humaines. Je suis tout à fait d'accord. Mais un commercial ne peut pas travailler tout seul sur le terrain. Ça veut dire qu'on ne peut pas jeter la responsabilité sur le commercial tout seul. Quand je parle d'études de marché, il faut que j'ai cette organisation. J'ai parlé tout à l'heure d'une organisation. C'est quoi cette organisation? C'est une organisation, c'est une cellule. Les salles de marché. C'est une veille continuelle à travers toute l'équipe, parce que tout le monde est concerné. Il n'y a pas que le commercial qui est concerné par le client. La production est concernée par le client. La comptabilité est concernée par le client. Tout le monde est commercial quelque part. Donc, tout le monde, on doit faire une cellule intelligente. Alors, le commercial, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, avec ses qualités, avec son organisation, avec aussi, il faut qu'on lui procure aussi, il faut qu'il suive une organisation pour partager ces informations. Il faut qu'il y ait un tableau de bord. Moi, je connais des dirigeants qui travaillent, enfin,
des entreprises, en général, qui travaillent avec le commercial par téléphone. Le commercial n'a aucun tableau de bord. Alors, tout simplement par téléphone, toutes les informations qu'il va recueillir sur le marché, ils vont se perdre parce que les écrits restent et les paroles partent. Donc, ne serait-ce que ça. Donc, oui, d'accord, le commercial, il a une responsabilité, mais un commercial ne peut pas. Un commercial, quand vous parlez on va dire, des qualités humaines et relationnelles. On va en revenir tout à l'heure si vous voulez. Mais le commercial ne peut pas déjà travailler, se lancer, s'il ne connaît pas sa cible, s'il ne maîtrise pas son produit, s'il connaît pas son d'action, s'il ne connaît pas son marché, s'il ne connaît pas les concurrents, automatiquement, il ne sera pas efficace. Ça, c'est des ingrédients, c'est des conditions indispensables et suffisantes. Un commercial qui ne connaît pas le marché, c'est pas quelqu'un qui va réussir. C'est pas un commercial qui va réussir. Quand je parle de marché, ça veut dire le marché en général. Je ne les rouages d'hielo, comment ça se passe, etc. Sa fiscalité, sa logistique, tout ce qui concerne mon marché. Je connais pas mes concurrents. Impossible, bien sûr qu'il aura automatiquement une objection. Ah oui, je connais votre concurrent, machin, monsieur, l'entreprise X, ils vont moins cher que vous, avec la même prestation. Donc si je ne connais pas le concurrent Ada, je n'aurai aucune réponse. Et je vais revenir vers mon patron et je vais lui dire, écoute, alors il m'a dit que je ne sens plus cher. C'est un travail d'équipe. Et un commercial ne peut pas être efficace s'il n'y a pas d'organisation derrière, s'il n'y a pas de structure derrière. Quand je parle d'organisation, ça veut dire en interne, comment on réfléchit ensemble pour développer nos performances commerciales en concrétisation, en fidélisation, etc. Voilà. C'est d'accord. Merci, chef. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Si vous permettez. Oui, c'est moi. Donc, je tiens à vous remercier chaleureusement pour la qualité et la richesse de votre intervention. Donc, je dirais pour ce partage d'expérience. Donc, quand vous l'avez évoqué, bien que la fonction commerciale soit considérée comme un levier de compétitivité des entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, les pratiques commerciales au niveau national, surtout au Maroc, restent en pleine ambiguïté, avec l'absence d'une vraie stratégie commerciale et par conséquent l'absence de veille stratégique. Donc c'est ma première question, c'est par rapport ma première question, si vous permettez, c'est par rapport aux indicateurs clés à prendre en compte pour mesurer la performance commerciale de l'entreprise. C'est-à-dire quels sont les ingrédients qu'on peut identifier pour bien mesurer la performance de l'entreprise de point de vue commercial. Et est-ce que ces indicateurs, est-ce qu'ils sont rigides, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont adaptables ou bien est-ce qu'ils restent rigides dans le temps? Donc, et si vous permettez une deuxième question, dans la continuité de l'idée annoncée par M. Mustafa, qui touche l'aspect compétences des commerciaux, du point de vue d'un expert, pensez-vous que l'offre de formation, surtout au niveau national, quel que soit émanant des universités privées ou publiques, est-ce qu'il est adapté avec les besoins des entreprises qui opèrent dans le territoire national? Est-ce que les universités, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle adaptation offre-emploi au niveau national? Est-ce que les universités et les écoles, est-ce qu'ils arrivent à former des commerciaux qui sont aptes et qui sont bien préparés pour se lancer dans ce domaine connu par bien sûr par une incertitude, surtout avec cette crise sanitaire? Et merci. D'accord, merci, c'est Omar. Alors, pour la première question. Alors, quand on parle d'indicateurs ou de performance, c'est selon le secteur d'activité, c'est selon l'objectif du plan d'action. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout plan d'action, toute stratégie, il doit être mesuré. Notre objectif, par exemple, par exemple, je donne un exemple, une entreprise qui veut lancer un nouveau produit. Donc, un nouveau produit sur une zone déterminée. Ça serait quoi on va dire son indicateur ou comment il s'appelle, l'élément de mesure? C'est tout simplement le nombre de clients, par exemple, qu'il a acquis.
l'augmentation, le chiffre d'affaires qu'il a fait. Est-ce qu'il a atteint son objectif ou pas? Bien sûr qu'on peut partir sur d'autres façons d'évaluer, mais en interne aussi, l'évaluation par exemple de parc commercial, que ce soit à tous les niveaux, au niveau humain, au niveau opérationnel, au niveau concrétisation, au niveau organisationnel, niveau gestion du temps. On peut aussi évaluer par exemple la fidélisation. Est-ce que effectivement les clients est-ce qu'on perd des clients ou pas? Par exemple, on peut faire aussi faire des évaluations, des indicateurs au niveau des réclamations, par rapport, que ce soit au niveau réclamation produit ou réclamation service. Donc c'est un tout. Ça veut dire ce qu'on appelle l'expérience client, de A à Z, depuis. Quand je parle de prospection, ça veut dire que nous allons établir depuis le premier contact, tout le premier contact, jusqu'au la fin de la relation. Sinon, avec la fidélisation, si on fidélise, automatiquement, il n'y aura pas de fin de cette relation. Même, bien sûr qu'il y aura une fin un jour ou l'autre, mais bon, que ça dure. Maintenant, et juste pour information, c'est Omar, c'est que, et stratégiquement parlant, même quand on parle de stratégie de relance, c'est surtout toutes les entreprises au niveau international, ils essaient au maximum de mettre les mains et les pieds juste pour préserver déjà leur capital client. Le problème, c'est que nous n'avons même pas on va dire, de stratégie de fidélisation au niveau marocain pour des entreprises. Quand je parle nous n'avons pas, je ne parle pas de tout le monde. Je parle d'une certaine majorité. Parce qu'il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de vision, il y a surtout le travail, produit, action sur le terrain. Parce que j'ai le produit, il le lance sur le terrain et puis voilà. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, la concurrence, peut-être, on va se poser la question, pourquoi ça marche pas? Alors, c'est la marocaine. Le marketing, exactement. Ou plutôt, oui, je vais pas, oui, on dit un produit, mais maintenant on parle de l'entrepreneuriat, on parle d'une telaqa, etc. Et, oui, d'accord, l'incertitude, l'ambiguïté. Un entrepreneur, automatiquement, dans son mindset, dans sa mentalité, il doit être prêt à relever n'importe quel risque. Parce que déjà, l'entrepreneuriat, c'est un risque. Tu risques tout le temps. Il y a toujours le risque. Mais au moins, pour les gens qui sont plus préparés, l'impact de n'importe quelle crise, n'importe quelle difficulté, n'importe quelle, il sera beaucoup moins considérable que chez d'autres. Parce que finalement, comme j'ai dit, marketing, la manière, oui, je connais flan, j'ai traité ma home, qui chez Indi tout le temps, etc. Ça y est, c'est bon. Ça fait. J'ai gagné صافي انا سمعتها ماشي مره ماشي جوج داك بارك عليه غير هادشي هذا ايوا ولا مشاو لهاد الناس هادو يلاه دونك هنا فين هي داك لا فيزيون يعني اللي كنهضر عليها هاد لا ستركتوراسيون اللي هضرت عليها قبيله سي كيك شوز de fondamental pour toute entreprise. Ça veut dire il faut changer la manière de faire. Alors, pour la deuxième question, effectivement, nous avons un problème de on va dire, de profils commerciaux au Maroc. Il y a même en Europe, parce que les entreprises, plutôt les universités, on va dire, l'éducation, le système éducatif en général, ne donne pas des... Parce qu'un commercial, c'est comme un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est motivé, qui est passionné. C'est un guerrier. Pour moi, un commercial, c'est une entreprise à part entière parce que automatiquement, là, qui a ses propres clients, il gère, il connaît ses clients, il traite leurs commandes, il traite leurs suggestions, leurs réclamations. Donc, c'est une entreprise. Donc, le système éducatif ne favorise pas ce mindset, on va dire cette mentalité ou cette façon de faire. Parce que les gens s'intéressent surtout, on a plus d'ingénieurs que de commerciaux. Ah, ou mal les produits, alors si oui d'accord, tu peux inventer ce que tu veux, mais si tu n'arrives pas à le vendre, et alors qu'est-ce que tu vas faire avec? En France, la même chose, ils ont des très très bons ingénieurs, mais qui va vendre les produits de ces ingénieurs? Effectivement, nous avons un manque. C'est pour ça que
il faut aider avec une formation. On va dire formation intra-entreprise ou de formation individuelle, si quelqu'un est vraiment, il se trouve dans le métier du commercial. Parce que le commercial, c'est un métier qui est stressant. Il faut dire, et ça doit pas vous surprendre, que le commercial, c'est le poste le mieux payé en entreprise. Quand je parle des entreprises qui considèrent les États-Unis, je parle des vendeurs, c'est les plus grands salaires. Même au Maroc, d'après des statistiques, je pense que j'avais lu, enfin, je connais des salaires, mais je connais aussi des petits salaires qu'on donne à des commerciaux parce qu'on les considère pas comme des commerciaux, comme des répondeurs ou autres. On n'investit pas dans leur formation. Il n'y a pas ce challenge, il n'y a pas cette mentalité. Et aussi, on se plaint en tant qu'entrepreneur et vous dire, ouais, c'est très difficile de trouver un bon commercial. Mais d'accord, Mziane, ouais. Alors c'est quoi la solution? Si vous permettez, comment peut-on remédier à cette réalité, sachant que malheureusement dans notre pays, il n'y a pas ce qu'on appelle partenariat win-win entre le sphère académique et le sphère professionnelle. Quelles sont les alternatives pour remonter ce problème, sachant que déjà ça existe à ma connaissance plusieurs formations dédiées. Le problème, c'est que même en termes de formation, en termes des formations, je les trouve parfois qui sont très loin du monde professionnel. Parfois, tu trouves des enseignants qui n'ont rien à voir avec la réalité terrain. Et le problème, c'est que même au niveau du contenu de formation, je trouve qu'il doit, au niveau professionnel, donc on a toujours de l'actualité. Et donc, je pense, à mon avis, il faut à chaque année, il faut actualiser les supports et généralement les descriptifs. Un grand problème aussi, c'est par rapport à la pédagogie. Il faut revoir la méthodologie d'enseignement, surtout des sciences de gestion. Aujourd'hui, on parle de la stratégie d'enseignement dite learning by doing. Mais malheureusement, on est toujours dans les pratiques de formation linéaire, purement dédiées au stockage. Et donc, on travaille toujours avec disons, une tête bien pleine est mieux qu'une tête bien faite. Mais normalement, c'est le contraire qui doit être fait. Alors, je peux répondre à cette question. Vas-y, oui. Très bien. Alors, bon, des formations académiques, c'est la base. C'est très important, c'est essentiel. Mais le terrain, c'est autre chose. Alors, pour développer votre carrière professionnelle, alors vous devez essayer de faire des formations et choisir le formateur. Alors, le formateur doit être quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. C'est-à-dire quelqu'un qui a une tâche comme par exemple un directeur commercial, un responsable commercial qui a déjà vécu des expériences. Et bien sûr, il va partager avec vous ces expériences-là. Donc, c'est ça la meilleure formation. En fait, voilà. Si vous déjà si vous voulez, l'expérience à la française ou à l'américaine, ils ont dépassé ce problème. Même au niveau des PhD, qu'est-ce qu'on a un partenariat entre l'université et l'établissement ou bien l'entreprise, ou qu'il y a un contrat fait à gagnant-gagnant, parce que l'université, il travaille sur des problématiques réelles de l'entreprise. Et donc, il y a le partage de l'expérience. Effectivement. Alors, pour vous répondre à ces Omar, sur rien une réalité, c'est que effectivement, le commercial, je parle surtout du profil commercial, impossible d'accompagner ou de former des commerciaux par quelqu'un qui a jamais fait du commercial. C'est-à-dire, on ne peut pas enseigner quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Exactement. Alors, voilà. Alors, parce que, tout simplement, commercial, c'est un travail de terrain. C'est un travail de pratique. Parce que, alors, quand on parle de formation, il y a plusieurs catégories de formation. Moi, j'ai vu des formations comme, même au niveau universitaire. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est que le problème aussi, oui, partenariat professionnel, université, c'est un créneau qu'il faut développer.
c'est un sujet qu'il faut développer. Et malheureusement, il y a des universitaires, des étudiants qui passent même pas leur stage. Non, c'est un problème. Il faut passer des stages. On peut pas, surtout dans ce métier, on peut pas apporter en efficacité, en performance, si nous connaissons pas le terrain, si nous ne nous exerçons pas sur le terrain. Si on connaît, on ne s'approche pas du professionnel. Alors, par rapport à d'autres formations, c'est des formations qui sont hyper théoriques. Quelqu'un qui te dit, oui, comment sourire au téléphone quand quelqu'un t'appelle, comment t'asseoir, oui, d'accord, c'est des qualités, mais c'est pas du commercial, c'est pas que ça. Alors, juste pour rebondir, pour expliquer encore davantage de la partie aidée. Pour le profil commercial, moi je le dis tout le temps, 90% du potentiel d'un commercial part de ses qualités humaines et relationnelles. Quand je parle de qualité humaine, ça veut dire aimable, accueillant, quelqu'un d'ouvert d'esprit, etc. Quelqu'un de timide, quelqu'un de réservé ne peut pas faire le commercial. Quelqu'un qui n'est pas parlé avec les autres, quelqu'un qui n'est pas ouvert, il ne peut pas faire le commercial. Quelqu'un qui stresse beaucoup ne peut pas faire le commercial. Ne peut pas faire le commercial, oui, mais il peut développer, s'il n'a pas maintenant, mais il peut développer ses qualités. Tout se développe, tout se fait. Mais effectivement, il y a des compétences qui sont innées chez la personne. Très bien. Mais il y a des choses qu'il faut développer. Donc, effectivement, sont ces qualités humaines et relationnelles, en aucun cas, le commercial. Le profil commercial peut être efficace et performant. On rajoute à ça 10% tout ce qui est technique. Quand on parle de technique, bien sûr, c'est, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, connaissance du marché, connaissance de la cible, connaissance de la concurrence, etc. Et aussi comment, bien sûr, si nous avons le temps, on peut développer tout ce qui est partie technique de vente, qui part de la prospection, la maîtrise de l'entretien de vente, la négociation commerciale, la façon de fidéliser, la fidélisation de la clientèle si jamais il fait son achat. Sinon, comment relancer un client qui n'a pas encore, qui s'est pas encore décidé. Donc, tout ça, c'est des techniques, mais ça reste un fil conducteur. C'est-à-dire que la personne, lui, elle-même, s'il n'a pas ces qualités-là, tout ce qui est technique, qu'ils aient les meilleures techniques, les techniques de je ne sais pas qui, ils ne peuvent pas être aussi efficaces. Donc voilà, effectivement, la réalité est là, c'est que nous avons un manque de profil, alors que le commercial, et ce que vous savez, c'est Omar, c'est la majorité des entrepreneurs, c'est-à-dire surtout, quand je parle d'entrepreneurs, il y a des gens qui deviennent entrepreneurs, ou là qui lancent leurs affaires, c'est les commerciaux. Il y a des ingénieurs, mais les commerciaux, en majorité, vous allez trouver que il y a les dirigeants, à la base, la khadm, quelque part, des clients, etc. C'est pour ça qu'il a lancé son affaire. Si vous permettez, par rapport les compétences personnelles, je pense que le ministère il est en train de lancer plus ou moins de calquer avec le module soft skills le parcours académique des étudiants. Même par rapport à l'entrepreneuriat, ils ont lancé le programme de ce qu'on appelle programme de l'étudiant entrepreneur. Mais je pense que ça reste des efforts à allouer pour un petit peu développer les compétences. Juste pour information, avant que ça m'échappe, est-ce que vous savez très bien que le commercial, les profils sont très demandés. Ou le commercial, parce que c'est quelqu'un qui va s'organiser, qui est des commerciaux freelancers. C'est-à-dire que si on commence vraiment à fabriquer, quand je dis fabriquer entre parenthèses, à des profils ou qu'on ait des profils vraiment sur de bonnes bases, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau soft skills et aussi technique, c'est des gens qui peuvent ramener, apporter de la valeur. Commercial يخدم راسو parce que هو اللي غيقلب على le client غادي يجيب le contrat يجيب la commande غيعطيها لواحد اخر il va toucher ne serait-ce que sa commission là-dessus qui serait de 20 de 30 selon la négociation avec. Donc le commercial نقدر نقدروا به le chômage plus ou moins si on veut être ironique un petit peu. Oui, d'accord. Oui, c'est Omar. Et pour un petit peu l'illustration, il y a des étudiants qui sont en DUT, c'est-à-dire Bac plus 2. En même temps, ils travaillent freelance, le volet commercial. Qui le commerce électronique.
déjà les jeunes في المغرب déjà ملونسين في الفولي كوميرسيال دونك كاين ديجا هاد لي وهذا هو لو بلوز امبورطون في هاد لا فونكسيون كوميرسيال سي كو تقدر دير لوطو امبلوا الا كانوا عندك Exactement. Ce qu'on appelle, Rakina, une appellation, ce qu'on appelle un business developer ou là, un apporteur d'affaires. C'est un apporteur d'affaires, c'est quelqu'un qui ramène une affaire pour une entreprise. C'est lui qui négocie, c'est lui qui prospecte, c'est lui qui négocie, c'est lui qui ramène la commande. Et à l'entreprise qui va assurer la commande, et lui, il touche sa part, sa commission qui est l'équivalent du travail qu'il a fourni. Donc, et effectivement, c'est de l'auto-emploi. Mais faut-il encore avoir des profils compétents. Nous avons, nous, à notre niveau, notre cabinet aussi avec T-Project, nous avons formé plusieurs équipes. Alhamdoulilah, ça a donné de très bons résultats parce que vous avez parlé tout à l'heure de pédagogie. Là, on part pas sur la théorie. Parce que moi-même, je suis formateur et consultant, mais quand je parle, quand je forme, moi, je les appelle pas des formations, c'est des ateliers pratiques, parce que j'intègre son environnement. Par exemple, j'ai fait une formation à Ipsen Logistics, je vais pas leur parler des techniques d'une manière globale. Je vais intégrer leur philosophie. C'est pas de la formation, c'est un accompagnement réel. Parce que la formation maintenant qui rapporte, ou on va dire la formation efficace, c'est surtout la formation qui se base sur le résultat concret. Au lieu de faire, on va dire, des ateliers par-ci par-là ou des formations par-ci par-là dans le vague. Non, on s'engage sur un résultat. C'est quoi le résultat qu'on veut, sur lequel, c'est quoi le résultat qu'on cherche? Et par la suite, l'évaluer et le mesurer. C'est ça les formations qu'il faut favoriser. Au lieu de faire juste des ateliers, mais après, des formations et alors. Voilà, c'est Omar. Merci infiniment. Merci. Bien, merci Monsieur Louatassi. Donc, d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marhaban? Alors, Madame Nza, on n'a pas eu d'intervenante féminine. Chmenet, les dames. Madame Nadia, est-ce qu'il y a des questions? Non, pour le moment, non, tout est clair, c'est bien. C'est vous qui nous avez posé la question tout à l'heure sur le secteur, Yak. Les secteurs qui vont, c'est ça? Madame Nadia? Oui, oui. Vous avez posé la question tout à l'heure sur les secteurs, c'est ça? Non, c'est pas moi. Pardon. Alors, qu'est-ce que vous faites, Madame Nadia? Qu'est-ce que vous faites professionnellement parlant? Je suis chargée de formation. Je cherche les clients, moi. Je fais la prospection. Vous cherchez des clients pour des formations? Oui, pour faire des formations. Dans quel domaine? Par exemple, des formations que vous avez en train d'entamer. Toutes les formations, management, marketing, toutes les formations. D'accord. Et comment ça se passe commercialement parlant? Est-ce qu'il y a des consultations? Est-ce qu'il y a des clients? Comment vous procédez commercialement parlant? Surtout, on va dire, après cette crise. Actuellement, après le déconfinement, tout le travail, c'est à distance, en première vue. Et mon travail, c'est toujours par téléphone, c'est avoir les prospections par téléphone. Alors, comment vous prospectez? Vous avez déjà une base de données ou Oui, je travaille en se basant sur une base de données complète avec des numéros de téléphone, avec des emails.
Et en premier lieu, on commence par, quand on appelle un client, on lui propose notre produit. Et ça marche? C'est les- Oui, alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'est intéressé, donc on fait le suivi. Mhm. S'il n'est pas intéressé, il y a des clients, c'est à partir du premier coup téléphonique, il vous dit non, je ne suis pas intéressé. Donc c'est à classer, c'est un client à classer parmi les non intéressés. S'il est intéressé à 100%, on fait un suivi. S'il y a des nuances, 50% n'est pas encore convaincu, il y a quelque chose qui cloche, on le suit pour lui convaincre d'être parmi nous au sein de la formation. D'accord. Alors, donc, C'est-à-dire, واحد qui n'est pas intéressé, quelqu'un, un prospect qui n'est pas intéressé, donc automatiquement, vous le classez, vous ne travaillez plus dessus. non, c'est pas que je travaille plus, mais je laisse un peu de temps et je relance une deuxième fois. C'est toujours non, donc c'est non. S'il dit c'est pour la session prochaine, après, donc on le laisse et de temps en temps, Alors, je vais vous comme poser vous une question l'avez comme très simple. Alors, pour le prospect, ça veut dire, quand je parle de prospect, ça veut dire que c'est la première fois que vous allez contacter à de l'entité. Alors, euh, vous vous basez sur quelles informations? Est-ce que ça vous suffit d'avoir un numéro de téléphone plus l'email ou là, vous avez d'autres informations? Oui, la fonction. La plus importante pour moi, c'est la fonction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là, ou Hmm. bien qu'est-ce qu'il fait cette dame-là. Donc, la première des choses que je vois, c'est la formation. La Est-ce qu'elle fonction. est, oui, c'est la première des choses que je vois. Est-ce qu'elle est adaptable par la formation? Parfois, il y a des gens qui sont inscrits, mais ils sont inscrits uniquement pour voir qu'est-ce qu'on fait et ils cherchent le besoin. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est la formation intéressée ou bien une autre, ils sont inscrits pour d'autres, pour voir est-ce qu'il y a d'autres formations. Mhm, mhm. Donc là, vous avez la fonction, mais vous essayez pas de poser des questions sur un peu l'environnement. Pourquoi yani, vous tirez quelques informations, on va dire. Il y a l'entretien quand vous entretenez de prospect Adam, est-ce que vous tirez des informations? Et si vous tirez ces informations, où est-ce que vous les classez? J'ai des fichiers, je travaille sur des tableaux, sur Mhm, Excel, mhm. et je note les remarques et je note tout ce que je cherche pour ne pas oublier. D'accord. Les relances, quand vous relancez par téléphone tout le temps ou Tout par le mail. temps par téléphone, par email, par des messages sur WhatsApp. Qu'est-ce que vous dites exactement, en fait, les appels ou là, les emails que vous envoyez? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Ça veut dire le contenu. Comment vous relancez? Est-ce que vous avez décidé de suivre notre formation ou là, vous dites autre chose? Ça veut Ça dire, dépend, ça dépend, ça dépend. Ça dépend du besoin de la personne. donc, alors, à travers cette organisation de prospection que vous faites, est-ce que vous arrivez à atteindre vos objectifs? Bon, tout ça pour dire, parce que il y a plusieurs façons de prospecter. Pour rebondir Madame Nadia, il y en a qui envoient un mail, déjà un premier mail. Ce premier mail, ils envoient leur offre de service. Ce qui est dit tout simplement, voilà, bonjour, sans monsieur, rien du tout. Bonjour, nous sommes la société qui fait ça, spécialisée dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, dans ça. Maintenant, ce genre de mail ne risque même pas d'être lu par le projet si on se base sur ce mail pour faire un premier contact. Il faut personnaliser ces emails. Quand je parle de personnalisation, je ne parle pas rien que le nom. Ça veut dire bonjour monsieur Flan ou la madame Flana. C'est quoi les informations que j'ai sur ce prospect? Un l'astuce. Il faut que je connaisse le prospect avant de le contacter.
et que j'en parle de connaissances, le cher est ce qu'on appelle les informations d'identification. Son numéro de téléphone, son adresse, son email. Non, je dois connaître le décideur qui me concerne. Si je peux avoir son numéro de téléphone personnel, c'est encore mieux. Si je peux avoir son email personnel, c'est encore mieux. Il faut que j'ai des informations sur l'activité de ce prospect, son chiffre d'affaires, son effectif, son environnement, avec qui il traite, etc. Pourquoi je dois faire tout ça? Tout simplement pour évaluer l'opportunité avec ce prospect. Parce qu'en connaissant, je vais me dire, est-ce que effectivement, parce que je peux savoir, par exemple, avec faire de la recherche d'informations, je peux arriver à connaître que ce prospect-là, il est intéressant pour mon produit, mais il traite déjà avec un concurrent et il en est satisfait. Ça, Marie, quand je suis un prospect prioritaire, je vais le classer, comme elle a dit Madame Nadia, je vais le classer peut-être moyen, un profil moyen, que peut-être il faut travailler sur autre chose avec lui. Donc, plus on est d'informations, plus on est percutant. Même dans le corps de l'email, qu'on utilise une information que nous avons déjà sur le prospect. Par exemple, moi, quand je travaille avec on va dire des cadres commerciaux ou l'équipe commerciale en général, quand on travaille sur ce mail-là, je leur dis il faut utiliser une information que vous avez réussi à avoir sur le prospect. C'est-à-dire dans la structure de l'email, l'introduction, nous sommes une société CADA, oui, d'accord, il faut que ça soit très courte, mais là, il faut s'intéresser sur le prospect. Nous savons que vous faites ça. Nous savons que vous êtes sur le point de faire un projet. Nous savons que vous cherchez à former votre équipe commerciale. C'est pour ça que nous voudrons vous proposer notre masterclass ou notre atelier tel, etc. Là, tout simplement, je suis en train d'attirer l'attention de ce prospect au lieu de mettre un mail standard. La même chose. Après, bien sûr, il faut l'inviter s'il a besoin de d'autres informations, de creuser encore, vous allez laisser les coordonnées. Par la suite, même s'il vous répond pas sur ce mail, quand vous allez appeler au téléphone la première fois, ça va pas être très froid, parce que vous le connaissez aussi, que vous avez déjà envoyé un mail. Au lieu qu'ils vous disent, l'objection va envoyer ça par mail, ah oui, j'ai déjà envoyé. Donc, vous êtes en train d'impressionner ce client, ce prospect-là. Donc, une longue, on va dire, une longue organisation. Donc, envoyer le mail, préparer l'argumentaire pour appeler au téléphone, ce qu'on appelle l'entretien téléphonique. Tout ça, il faut le connaître. Et il faut changer la méthode. Au lieu de faire une méthode liée standard, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, peut-être c'est à cause des clients, parce qu'ils veulent pas. Une chose aussi, très importante, quand on fait la prospection d'une manière correcte, c'est de connaître le profil payeur du prospect. Est-ce que c'est quelqu'un qui paye ou pas? Parce qu'on a beau, oui, bien sûr, à connaître des clients, mais s'ils ne payent pas à la fin, là, c'est un problème. Donc oui, si j'ai des informations, je contacte, etc. pour connaître avant, pas après. Ça va me faciliter la tâche, même le côté fidélisation. Donc tout ça, bon, il y a plein d'informations. Malheureusement, le temps ne va pas suffire pour traiter tout ça. Mais pour résumer, plus ou moins, ce qu'on a dit aujourd'hui, comme j'ai dit, on a parlé de trop de choses, mais l'idée principale, une entreprise, quelle que soit cette entreprise, qui n'a pas une structure, une cellule intelligente, je parle surtout au niveau commercial, mais le commercial, quand je parle de commercial, je parle aussi tous les autres départements, tous les autres services sont concernés. S'ils n'ont pas cette structure, cette cellule intelligente avec, on fait des études de marché, on fait notre plan stratégique, on le mesure, on forme nos équipes d'une manière continue sur les nouvelles pratiques. On connaît une organisation pour voir ce qui se passe sur le marché. Et qu'on a une différenciation par rapport. Ça veut dire que l'entreprise, la stratégie qu'il doit automatiquement pour répondre à le thème de notre webinaire, il doit innover. Quand je parle d'innovation, c'est innovation rien que sur le produit ou le service en lui-même, mais une innovation des méthodes.
Il doit vivre ce moment qui est... Alors, quand on parle par exemple de fidélisation, entre parenthèses, fidélisation, c'est tout moyen de faciliter la vie, dit le client, l'expérience client. Est-ce que nous avons effectivement les entreprises marocaines, tu les appelles, Badmara, ils te répondent même pas. Le diable est dans le détail. Donc c'est tout un tout. Le principe, les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Donc il faut cette organisation, il faut cette structure. Soit on gagne, on perd jamais. Avec cette structure, si nous sommes solides, ça veut dire nous avons cette organisation et cette structure. Si on perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Donc à chaque fois on apprend et on se développe. Mais être à l'écoute du marché, rester à l'écoute du marché, vivre dans son environnement, s'adapter, pouvoir s'adapter, au moins la possibilité d'adaptation. Comment on pourrait s'adapter? Parce que tout simplement, nous avons des leviers. Les leviers, les humains, et la structure, et les hommes. Quand je parle des hommes, ça veut dire avec un grand H. Les hommes et les femmes, avec petit H. L'équipe. Les ressources humaines, c'est... Maintenant, on parle de digitalisation, d'accord, on parle d'intelligence artificielle, mais soyez-en sûrs et certains. Il n'y a rien qui pourrait remplacer l'homme et le contact humain, surtout la vente. Parce que déjà, on a qu'un boulot, bien à la vente, en général, c'est question de confiance. Si on vous fait confiance, on achète. La vente est psychologique. Donc, comment vous allez traiter avec une machine en tant qu'humain, comment vous allez faire confiance à une machine? Donc, quelles que soient ces machines-là, quelle que soit cette intelligence artificielle, quels que soient ces mécanismes, il y a toujours un contact humain. Et ce contact, il doit être bien soigné, commercialement parlant. Ça veut dire que cette personne, il doit savoir qu'il va être en contact avec un prospect, avec un client, peu importe, ça veut dire une demande extérieure, ou là, voilà, une demande extérieure, comment il va la gérer et quel circuit il va prendre, quelle structure il va répondre à cette demande, comment le circuit va être, tout ça, il doit être étudié à l'avance, mis en place. Et pour cela, il faut changer de manière de faire, de mentalité. On dit, pour changer, bien sûr, changer le résultat, on se plaint, oui, on essaie, j'ai recruté des commerciaux, ça n'a pas marché, non, les commerciaux, ils perdent du temps, plus de frais que de rentabilité. Mais qu'est-ce que tu as donné à ces commerciaux? Est-ce que rien, elle a un commercial, on trouve une entreprise, je trouve aucune régulière, salam alaikum, d'accord, tu vas vendre des formations, là tu vas vendre. D'accord, oui, si j'ai un portefeuille, déjà, à la rigueur, je vais me débrouiller. Mais si j'ai il faut que j'ai une visibilité. Ça veut dire que le commercial, quand il rentre dans l'entreprise, il doit il doit être formé sur le marché, sur le produit, et aussi il faut qu'il ait une feuille de route. Sur quelle cible il va travailler, par quels moyens, c'est quoi les actions quand on parle de marketing, ça veut dire la communication qui va renforcer, qui va appuyer son travail sur le terrain. Ça aussi, il faut le faire. L'image de marque. Il y a plein de commerciaux qui partent chez un nouveau prospect ou là qui parlent. Ouais, je ne vous connais pas. Comment alors, cette information, dès qu'il me rapporte le commercial cette information, qu'est-ce que je dois faire en tant que dirigeant? Je dois automatiquement réfléchir à favoriser, renforcer mon image de marque. Organiser des conférences, participer à des événements, faire du social, etc. S'ouvrir, une entreprise il doit s'ouvrir sur son environnement. Il doit communiquer avec ses clients. Maintenant, aussi, côté commercial, il y a un changement, mutation de marché, mais il y a un changement d'habitude de consommation aussi. Les clients, ils deviennent de plus en plus, ils consomment le minimum et ils sont de plus en plus exigeants. Parce que il n'y a pas que toi qui fais ça. Donc nous sommes dans cette compétition. Et dans les compétitions, les meilleurs qui gagnent. Donc maintenant, je suis une entreprise marocaine avec des hommes, avec des équipes marocaines, etc. Je veux me démarquer.
il faut que je fasse le nécessaire pour innover au niveau méthode, pour être à la hauteur, pour concurrencer d'autres entreprises qui viennent de Chine ou d'Europe ou peu importe. Alors, pourquoi on ne se pose pas la question, pourquoi nous n'avons pas de success story ici au Maroc? Quand je parle de success story, ça veut dire une start-up ou une entreprise qui est devenue, on va dire, qui est partie de rien et qui est devenue une réussite internationale. Parce que, tout simplement, nous n'arrivons pas encore à changer la façon de faire et aussi la mentalité. Il faut changer la mentalité pour changer la façon de faire. Et c'est le moment ou jamais. Monsieur Loitassé, je pense qu'on a dépassé le... Bravo, monsieur Loitassé, merci bien. Voilà, donc... Alors, si vous voulez, j'ai une citation que... Comment? Allô? Oui, je alors, vous entends. on peut clôturer avec Très bien. Alors, on peut clôturer avec une citation que j'ai trouvée dans votre profil LinkedIn. Alors, il dit que il faut vivre avec le courage, s'essayer et non avec la peur de ne pas y arriver. Effectivement, il faut vivre avec le courage d'essayer et pas avec la peur de ne pas y arriver. Ça veut dire quand on essaye, si on ne gagne pas, au moins on aura appris quelque chose. Donc, changer de façon de faire, même s'il y a un risque, parce qu'il y a toujours une résistance au changement. Maintenant, alors, quand on parle, pour clôturer, la stratégie pour relancer notre activité, c'est de penser différemment. C'est la transformation de nos méthodes. Et quand je parle du commercial, parce que le commercial, c'est l'oxygène, comme tu as dit, de l'entreprise. Non, au moins déjà la perception via la partie commerciale, via la vente, il doit changer. Parce que sans client, aucune entreprise ne peut vivre. Donc, il faut s'intéresser et donner cette importance, cette valeur à la fonction commerciale. Et quand on lui donne la valeur ou la fonction, à cette, plutôt l'importance à la fonction, c'est de lui préparer tous les ingrédients pour qu'il réussisse. Voilà. Et je vous remercie pour ce webinaire. Je remercie les participants pour leur... malheureusement, je vous dis sincèrement, il y a plein de... C'est tout un processus, c'est tout un... On a fait que pour expliquer tout ça, pour en parler. Il faut beaucoup de temps. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un cabinet de formation aussi. Donc, avec ces projets, je vais faire le commercial maintenant. Donc, pour les intéressés, nous allons lancer bientôt un masterclass qui est sur 4 modules. Alors, le premier module, ça va être les techniques de vente, ça veut dire la prospection téléphonique et la maîtrise de l'entretien de vente. Le deuxième, on va parler de la négociation commerciale au niveau comportemental et au niveau technique. Le troisième module, c'est la gestion de la relation client. Alors, gestion de relation, c'est comment fidéliser, comment relancer et comment gérer, traiter les réclamations des clients. Le quatrième module, on va parler du recouvrement. Donc, ça va être bientôt pour, je pense, à partir de la semaine prochaine, il va être, le premier atelier va commencer le 10. Donc, vous pouvez, n'importe quel moment, contacter Project pour plus d'informations. Nous serons ravis de vous compter parmi les participants à des ateliers. Ça va être des ateliers virtuels, 100% halaka. Mais bien sûr, avec des ateliers pratiques, des simulations, etc. Moi, je suis animé depuis toujours parce que je suis un membre de terrain. C'est moi-même qui vais animer ces formations. Moi, je suis orienté résultat. Ça veut dire que, comme on dit le commercial, pour finir en beauté, peu importe le produit, c'est sa valeur ajoutée qui compte. Je mets un canal de produit. Sinon, qu'est-ce qu'il rapporte au client ou à l'utilisateur de produit ou le service? Donc, les commercialement parlant, on doit se concentrer. Mais chez notre produit, qu'est-ce qu'il va apporter
notre client, là, notre prospect. Ou quand on est au professionnel de la vente, ou quand on interprète, on traduit à de la valeur ajoutée en termes de chiffré. Tu vas gagner tant en chiffre d'affaires. Tu vas gagner tant tu vas minimiser tel coût, etc. C'est ça ce qu'on veut arriver. Ça veut dire sur des résultats réels. Et voilà, c'est Aziz. Merci tout le monde. Merci pour votre participation et j'espère que ça va être un début pour d'autres, Inch'Allah, pour d'autres webinaires pour approfondir davantage le sujet là parce que c'est un sujet très très vaste. Adrien en avant il y a que c'est Aziz. Oui, oui, très bien. Donc, on vous remercie beaucoup. On remercie également les participants. Bien sûr, on vous remercie de votre écoute, de votre attention. On vous donne rendez-vous prochainement pour un autre webinaire qui va traiter un autre sujet. Alors, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. Merci à vous et bonne soirée. Merci à vous. À vous aussi. Au revoir.